après avoir disparu sans laisser la moindre trace, la Malaisie relance une nouvelle fois les recherches du vol MH370. New this morning, Malaysia will allow an American company to carry out a new search for the wreckage of missing Malaysia Airlines flight MH370 has been launched. Le gouvernement s'associe pour la deuxième fois à l'entreprise américaine de robotique marine Ocean Infinity, avec une récompense de 70 millions de dollars en cas de découverte d'épaves significatives. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la disparition du MH370, emportant avec lui 239 personnes dont les familles attendent toujours des réponses. Après 2 recherches infructueuses couvrant plus de 120 000 km², ce nouvel effort se concentrera sur une zone de 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien au cours des 18 prochains mois. La disparition du Boeing 777 reste entourée de nombreuses questions sans réponse et de théories en tout genre, rendant presque impossible d'en parler sans entrer dans la spéculation. Certaines d'entre elles seront d'ailleurs évoquées plus tard dans cette vidéo. Mais avant tout, pour comprendre pourquoi il a été si difficile de retrouver le MH370, revenons sur ce qui s'est réellement passé la nuit de sa disparition. Delivery Malaysia 370, good morning. Le 8 mars 2014, un Boeing 777-200ER se prépare au départ à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Le vol Malaysia Airlines 370 est une liaison quotidienne entre Kuala Lumpur en Malaisie et Pékin en Chine. À bord se trouve le commandant Zahari Ahmad Shah, pilote chevronné de Malaysia Airlines, avec plus de 18 000 heures de vol, ainsi que le copilote Farik Abdul Hamid, totalisant 2813 heures de vol, dont 39 seulement sur Boeing 777. On compte également 10 membres d'équipage cabine et 227 passagers. L'appareil a été ravitaillé avec 49 100 kg de carburant, lui offrant une autonomie de 7h31 minutes, largement suffisante pour rejoindre Pékin ou se dérouter vers un aéroport de la région si nécessaire. L'avion transporte aussi du matériel électronique, 4 tonnes et demie de mangoustan, un fruit tropical, ainsi que 221 kg de batteries lithium-ion. Ces batteries respectaient les réglementations de sécurité, mais certains experts ont tout de même débattu de leur éventuel rôle dans les événements ayant conduit à la disparition de l'appareil. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight number 350 to Beijing. À minuit 27, la demande de repoussage et de mise en route du vol MH370 est approuvée par le contrôle aérien de Kuala Lumpur. Mission 370, taxi to Lipan Alpha 11, runway 329 via Standard, Hoshar Bravo. Alpha 11 Standard, Hoshar Bravo, Malaysia 370. 370, 3 direct of takeoff, nice. 370, Malaysia 37, thank you. À minuit 42, le vol 370 reçoit l'autorisation de décoller de la piste 32 droite. 25 minutes après le départ, MH370 envoie son dernier message à CARS, au centre des opérations de Malaysia Airlines, alors qu'il s'apprête à quitter la péninsule malaise. Ce système transmet automatiquement les données moteurs et d'autres informations de vol aux stations au sol. Moins d'une heure après le décollage, l'avion croise au-dessus de la mer de Chine méridionale, à une altitude de 10 668 mètres. Le ciel nocturne est dégagé et les conditions météorologiques sont calmes. 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Le vol 370 est ensuite invité à contacter le contrôle aérien de Ho Chi Minh, au Vietnam, à l'approche du point de navigation Igari. Alors qu'il se dirige vers le point Bitod, MH370 établit un contact radio avec Kuala Lumpur à 1h19 et 30 secondes. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370.
C'est la dernière fois que quiconque entendra parler du vol MH370. Moins de 2 minutes après avoir accusé réception de la transmission, l'avion disparaît soudainement des écrans radars. C'est là que commence le mystère. Le commandant d'un autre appareil tente de contacter l'équipage du vol 370 à 1h30 du matin, en utilisant la fréquence internationale de détresse aérienne. Il réussit à établir une communication, mais n'entend que des murmures indistincts et grésillements. Tous les avions sont équipés d'un dispositif appelé transpondeur, qui transmet au contrôle aérien des informations telles que l'identification de l'appareil, sa position et son altitude. Le contrôle aérien utilise ces données pour suivre l'avion grâce à un système appelé radar secondaire. Si un appareil disparaît des écrans de contrôle aérien, 2 possibilités existent. Soit le transpondeur est défaillant, soit il a été volontairement désactivé. À ce stade, la Malaisie cesse de suivre activement le vol MH370 après son transfert vers l'espace aérien vietnamien. Après 18 minutes sans aucune communication, le contrôle aérien vietnamien contacte le contrôle aérien malaisien pour s'enquérir de l'avion car celui-ci ne s'est pas signalé après le transfert. À 3h30 du matin, Malaysia Airlines confirme que le vol MH370 est porté disparu. And we have breaking news right now. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. Le lendemain matin, des opérations de recherche sont lancées en mer de Chine méridionale, là où l'avion a été vu pour la dernière fois sur le radar civil. Malgré une vaste opération, aucun débris ni survivant n'est retrouvé. Au moment où le transpondeur cesse de fonctionner, le radar militaire suit MH370, effectuant un virage vers l'ouest, traversant la péninsule malaise, puis se dirigeant vers le nord à travers le détroit de Malacca. Au début, le virage inhabituel du vol MH370 a semblé être une réponse à une urgence, les pilotes tentant probablement de retourner vers un aéroport proche pour y atterrir en sécurité. Pourtant, aucun appel de détresse n'a jamais été transmis au contrôle aérien. La dernière détection connue par le radar militaire malaisien a lieu à 2h22, après le passage du point Y à une altitude de 9000 mètres. Après avoir disparu une seconde fois, cette fois des radars militaires malaisiens, MH370 se trouvait toujours dans la portée des radars militaires de plusieurs pays. Cependant, beaucoup d'entre eux hésitent à divulguer leurs données radar, craignant de révéler leurs capacités. L'Inde affirme que son radar militaire dans les îles Nicobar était éteint en période de paix. En Indonésie, les générateurs manquaient de carburant, ce qui empêchait le radar de fonctionner correctement au moment critique où MH370 aurait pu traverser la zone. Au cours des jours suivants, le détroit de Malacca, la baie du Bengale et le nord de la mer d'Andaman sont fouillés par des avions et des navires, mais aucune trace du vol MH370 n'est retrouvée. Comme tous les avions modernes, le vol MH370 était équipé d'un terminal de communication par satellite, ou SATCOM, un système qui permet à un avion de communiquer via des satellites plutôt que de dépendre uniquement des radars et radios au sol. Ce système est essentiel pour les appareils qui survolent les océans, les zones isolées ou les régions dépourvues de couverture radar. Le système SATCOM, qui relie l'avion à un satellite Inmarsat en orbite à 35 000 km au-dessus de la Terre, s'était connecté au réseau avant le départ. Cependant, à un moment donné, alors que le MH370 survolait la mer d'Andaman, le système SATCOM s'est déconnecté. Mais 1h19 plus tard, la liaison SATCOM a été rétablie avec succès. Après s'être reconnecté au réseau, l'unité de données satellite de l'avion a répondu aux demandes de statut envoyées toutes les heures par Inmarsat durant les 6 heures suivantes. Pendant cette période, 2 appels sol-air ont été effectués, à 2h39 et 7h13 du matin, mais aucun n'a reçu de réponse. La dernière demande de statut et la dernière réponse de l'avion ont eu lieu à 8h10, soit environ 1h40 après l'heure prévue d'atterrissage à Pékin. À 8h19, l'appareil envoie une demande de connexion, suivie 8 secondes plus tard d'un accusé de réception provenant de la station au sol, marquant la toute dernière transmission connue de MH370.
À 9h15, Inmarsat envoie une nouvelle demande de statut, mais l'avion ne répond pas, ce qui suggère que le vol était à court de carburant ou s'est écrasé dans le sud de l'océan Indien. À partir de là, les enquêteurs se sont tournés vers les données satellites pour tenter de déterminer l'emplacement final de l'avion. En examinant les données des connexions automatiques entre l'appareil et le satellite, qui ont continué pendant plusieurs heures, ils ont pu calculer la distance entre le satellite et MH370 au moment de chaque échange, en se basant sur le temps que mettait la transmission pour faire l'aller-retour entre le satellite et l'avion. Grâce à ces informations, les experts ont établi 7 arcs possibles, correspondant aux zones où ces connexions auraient pu être émises. Après avoir pris en compte l'analyse des données, les modèles de dérive et les calculs d'autonomie en carburant, il a été déterminé que la dernière transmission du vol MH370 provenait de quelque part le long du 7e arc, dans le sud de l'océan Indien. En conséquence, les opérations de recherche ont été concentrées sur la zone où l'avion était supposé s'être écrasé. Dans les mois qui ont suivi la disparition, 19 navires et 345 missions aériennes militaires ont parcouru une zone de plus de 4,6 millions de kilomètres. La phase finale de la recherche a consisté en une étude bathymétrique et en un balayage sonar du fond marin à environ 1800 km au sud-ouest de Perth, en Australie. Les enquêteurs ont également eu recours à des dispositifs d'écoute sous-marine appelés hydrophones. Ces derniers peuvent avoir une portée de plus de 1000 km dans des conditions optimales. Un exemple notable est celui du réseau Sound Surveillance System de la marine américaine, qui a détecté une grande implosion près de l'épave du Titanic, malgré une distance de 1450 km. Cette détection a été déterminante pour réduire la zone de recherche des restes du submersible OceanGate Titan. Bien que des sons aient été captés au moment de la disparition du MH370, leur origine ne correspondait pas à celle de la dernière transmission satellite. Des recherches ont également été menées pour détecter les balises de localisation de l'avion, qui sont fixées aux enregistreurs de données de vol. Les batteries alimentant ces balises n'ont qu'une durée de vie de 30 à 40 jours. Une exploration sonar du fond marin a été effectuée, mais n'a révélé aucun signe du vol 370. Les responsables ont ensuite conclu que cette tentative avait très peu de chances de succès, étant donné l'immensité de la zone de recherche. L'année suivante, la recherche du vol 370 est rapidement devenue l'opération de recherche la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation, sans qu'aucun débris ne soit jamais retrouvé. Il a fallu attendre juillet 2015, 16 mois après la disparition de l'avion, pour qu'un débris soit retrouvé. Un groupe de personnes découvrit un gros morceau de débris, couvert de bananes en nettoyant une plage de l'île de la Réunion. Ce morceau fut ensuite identifié comme une partie de l'aile de l'appareil, appelée flaperon. Il y avait enfin une preuve que le MH370 s'était écrasé quelque part dans l'océan Indien. There are new images this morning of debris that may have come from a missing Malaysia Airlines jet. The discovery was made on an island off the coast of Tanzania last month. It's consistent with the Boeing 777, the same as the missing Malaysia jet. Plusieurs autres débris furent découverts sur des plages d'Afrique australe. Parmi ces morceaux figure un fragment du volet de l'aile droite du MH370, un fragment d'aile, une section du stabilisateur horizontal, un morceau du capot moteur, des débris de la carène de guidage et un panneau provenant de l'un des moniteurs de tête. Cela dit, seulement 3 des plus de 40 morceaux retrouvés ont été confirmés comme provenant du MH370. Aucun des débris récupérés ne présentait de traces de feu ou d'explosion. La recherche sous-marine du MH370 s'est poursuivie pendant plusieurs années, avant d'être suspendue au début de 2017. Cette décision a été prise par les gouvernements de Malaisie, d'Australie et de Chine, après une recherche approfondie couvrant 1200 km² dans le sud de l'océan Indien, sans retrouver la moindre épave. Une recherche privée a ensuite été menée en 2018 par la société américaine Ocean Infinity, utilisant des drones sous-marins avancés. Cependant, cette opération s'est également terminée en mai 2018 sans succès.
Malaysia has given its final approval to a new search for the missing flight MH370. Well, after more than a decade, one of aviation's greatest mysteries could soon be solved, with a new search commencing for MH370. Plus de 10 ans après la disparition du MH370, la chasse au vol disparu semble prête à reprendre. Au début de 2025, le gouvernement malaisien a approuvé la reprise des recherches pour le MH370. Cette nouvelle opération est dirigée une fois de plus par la société américaine de robotique marine Ocean Infinity. La recherche couvrira une zone de 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien, en se concentrant sur les régions proches du dernier point de communication connu de l'avion, près du 7e arc. L'opération devrait débuter avant avril 2025. Bien que 70 millions de dollars aient été offerts à Ocean Infinity pour cette mission, celle-ci est régie par un accord « pas de découverte, pas de rémunération », ce qui signifie que l'entreprise ne sera rémunérée que si des épaves significatives sont retrouvées. Qu'est-ce qui change cette fois-ci ? Après 2 recherches infructueuses couvrant une zone beaucoup plus vaste, pourquoi Ocean Infinity est-elle si confiante de pouvoir retrouver l'avion disparu ? La société prévoit d'utiliser des technologies autonomes, une analyse de données pilotée par intelligence artificielle et des zones de recherche plus ciblées. Contrairement aux opérations précédentes qui reposaient principalement sur le sonar embarqué sur des navires, cette recherche déploiera une flotte de véhicules sous-marins autonomes Hugin 6000, capables de scanner à des profondeurs de 6000 mètres grâce à un sonar haute résolution et à un radar à synthèse d'ouverture. Ces AUV fonctionnent de manière indépendante, couvrant de vastes zones plus rapidement et plus efficacement que les méthodes traditionnelles. La flotte Armada d'Ocean Infinity, composée de navires de surface sans équipage, sera également mobilisée. Ces nouveaux navires Armada 78, mesurant 78 pieds, environ 24 mètres, ne nécessitent que 16 membres d'équipage, contre 40 à 50 pour les navires utilisés lors des recherches précédentes, permettant ainsi de couvrir une zone plus importante tout en réduisant les coûts. Ocean Infinity utilisera également des navires sans équipage, équipés de sonars avancés et servant de navires-mères pour les AUV reliés par câble, tous contrôlés à distance depuis le siège à Southampton. Les opérateurs, installés dans des fauteuils de type gaming, maintiendront la communication par satellite avec les véhicules autonomes à environ 13 000 km. La phase 1 de la recherche a commencé le 8 février 2025. Lorsque le navire de recherche Armada 7806 d'Ocean Infinity a quitté Port-Louis, à l'île Maurice, pour se rendre sur le site présumé du crash dans le sud de l'océan Indien. Après un voyage de 15 jours à travers l'océan Indien, l'Armada 7806 a déployé ses 3 AUV et a passé les 3 jours suivants à scanner une zone du fond marin près du 7e arc. Bien que cette région ait déjà été explorée des années auparavant, Ocean Infinity espérait que le MH370 avait coulé dans une crevasse, échappant aux recherches précédentes. Aux premières heures du 28 février, l'Armada 7806 a mis le cap sur Perth, en Australie, pour se ravitailler et refaire le plein après cette première mission sans découverte. Le 6 mars 2025, Ocean Infinity est reparti de Perth pour une nouvelle exploration du fond marin. La phase actuelle de la recherche se concentre sur une zone située à 30 à 50 000 nautiques en dehors du 7e arc, explorant un nouveau territoire appelé zone Blely-Marchand. Cette région a été cartographiée par le capitaine Patrick Blely et Jean-Luc Marchand, après une analyse approfondie de la trajectoire finale du MH370. Leur analyse suggère qu'après avoir manqué de carburant près du 7e arc, le MH370 aurait pu planer plus loin que prévu, étendant ainsi sa portée et s'écrasant juste au-delà de la zone explorée en 2018. Sur la base de leurs conclusions, ils recommandent une nouvelle zone de recherche, située à environ 38 000 nautiques au sud de la zone de 2018, couvrant environ 600 000 nautiques carrés. À ce rythme, Ocean Infinity est en passe de dépasser la zone de recherche initialement prévue de 15 000 km². Cela dit, le 28 mars 2025, l'Armada a mis le cap sur Singapour, mettant abruptement fin à la phase 2 de la recherche. Right, moving on, the search for Malaysia Airlines flight MH370 by Ocean Infinity has been halted. I think they have stopped the operation for the time being. They will resume the search at the end of this year. Certains théorisent que la Malaisie n'aurait pas signé l'accord de paiement en cas de découverte d'épave, stoppant ainsi la mission. D'autres pensent qu'Ocean Infinity aurait trouvé l'épave, mais n'en aurait pas encore fait la communication.
Alors que l'Armada 7806 poursuivait sa route vers Singapour, experts et passionnés d'aviation à travers le monde restent optimistes quant à la reprise prochaine des recherches. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, il est impossible d'aborder pleinement le mystère du vol MH370 sans entrer dans les spéculations et les théories du complot. Bien que le consensus général parmi les enquêteurs soit que le MH370 se soit écrasé quelque part dans le sud de l'océan Indien, la cause exacte reste inconnue, l'épave n'ayant jamais été entièrement retrouvée, malgré des recherches approfondies menées par des experts en aviation et l'utilisation de technologies avancées. En conséquence, différents auteurs, experts en aviation et enquêteurs indépendants ont proposé leur propre théorie sur ce qui a pu arriver au vol. La théorie la plus plausible est que l'avion était sous contrôle manuel de l'un des membres d'équipage à bord. These movements are consistent with deliberate action by someone on the plane. En juin 2014, des rapports ont désigné le commandant du vol 370 comme principal suspect après que les enquêteurs eurent découvert à son domicile un simulateur de vol contenant un itinéraire se terminant dans le sud de l'océan Indien. En 2016, le gouvernement malaisien a divulgué des documents confirmant que cet itinéraire avait été récupéré et analysé. Beaucoup considèrent cela comme une preuve de préméditation, mais les enquêteurs restent sceptiques. Les données récupérées se composent de 7 coordonnées, 2 près de Kuala Lumpur, 2 dans le détroit de Malacca, 1 dans la baie du Bengale et 2 dans le sud de l'océan Indien. Ces données ont été enregistrées 1 mois avant l'incident, mais il reste incertain si ces points proviennent de la même session. Certains experts estiment que la trajectoire sur le simulateur correspond à celle du vol MH150, un vol de Kuala Lumpur à Jeddah, que Zahari avait effectué quelques semaines avant la disparition, le 4 février 2014. Cela pourrait signifier 2 choses. Soit les données du simulateur ne sont pas liées à la disparition du MH370 et représentent simplement un vol que Zahari effectuait régulièrement sur son simulateur pour sa chaîne YouTube, soit sa cible initiale était MH150, mais pour une raison quelconque, le commandant Zahari a changé pour MH370, soulevant encore plus de questions sur ses intentions et son processus de planification avant la disparition du vol. Bien que les données du simulateur restent ambiguës, ces découvertes ont influencé les efforts de recherche. Les enquêteurs ont envisagé que l'avion ait pu planer après l'épuisement de carburant, étendant ainsi la portée de 200 km, ou qu'un amérissage contrôlé ait eu lieu avant la fin du carburant, réduisant cette distance. Si le commandant a effectivement détourné l'avion, son mobile reste inconnu. Zahari Ahmad Shah, 53 ans, marié et père de 3 enfants, totalisait plus de 18 000 heures de vol et avait un dossier irréprochable. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun problème financier ni trouble de santé mentale. Des soupçons ont également entouré certains passagers. 2 Iraniens, voyageant avec des passeports volés, ont d'abord suscité des craintes d'enlèvement, mais les enquêteurs n'ont rapidement trouvé aucun lien avec le terrorisme. Il a ensuite été révélé que ces hommes ne cherchaient simplement que l'asile et n'étaient impliqués dans aucune activité malveillante. Des soupçons similaires ont été émis concernant les 20 employés de Freescale Semiconductor à bord, qui auraient pu être ciblés en raison de leur implication dans des projets technologiques sensibles. La théorie suggère que leur disparition pourrait avoir été une tentative d'empêcher la Chine ou d'autres puissances d'accéder à cette technologie. Robert G. O'Neill, célèbre pour avoir tué Oussama Ben Laden, a même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un message adressé à la Chine, renforçant cette hypothèse. Certains pensent que l'avion ne s'est jamais écrasé, mais aurait été détourné vers la base navale américaine de Diego Garcia, près des Maldives, où il aurait été démonté, et que des débris auraient ensuite été placés dans l'océan pour finir par échouer sur les plages. Un élément présenté comme preuve soutenant cette théorie est un message supposément envoyé par le passager Philip Wood. Selon cette affirmation, un message aurait été publié en ligne depuis le téléphone de Wood, indiquant prétendument « Je suis retenu en otage par du personnel militaire inconnu après le détournement de mon vol, les yeux bandés. Je travaille pour IBM et j'ai réussi à cacher mon téléphone portable dans mon rectum. J'ai été séparé du reste des passagers et je suis dans une cellule. Je m'appelle Philip Wood. Je pense avoir été drogué également et je n'arrive pas à réfléchir clairement. » Les métadonnées de l'image contenaient soi-disant des coordonnées GPS, pointant vers Diego Garcia. Cependant, les experts soulignent que les métadonnées d'une image peuvent être facilement manipulées, et aucune enquête officielle n'a confirmé l'authenticité de ce message.
Une théorie moins farfelue est qu'un incendie se serait déclaré à bord du MH370, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'avion a été détourné à plusieurs reprises. Certains suggèrent que le transport de batteries lithium-ion aurait pu provoquer un incendie. Un incendie similaire s'est produit par le passé lors du vol UPS-6 en 2010. Peu après le décollage, l'équipage a signalé de la fumée dans le cockpit et déclaré une situation d'urgence. L'incendie s'est rapidement propagé, entraînant une perte de contrôle et de visibilité. Les pilotes ont tenté de revenir à Dubaï, mais n'ont pas réussi à atterrir en toute sécurité. L'enquête a conclu que les 81 000 batteries lithium-ion étaient à l'origine de l'incendie, laissant envisager qu'un feu similaire aurait pu contribuer à la disparition du MH370. Plusieurs années plus tard, le 1er avril 2016, l'Organisation de l'aviation civile internationale a officiellement interdit le transport en vrac de batteries lithium-ion sur les avions de passagers. Quelque temps après que l'avion a viré en direction de la péninsule malaise, des rapports non vérifiés indiquaient que du personnel militaire américain en Thaïlande aurait intercepté un signal SOS du MH370, dans lequel le pilote aurait prétendument indiqué que la cabine se désintégrait et qu'il allait tenter un atterrissage d'urgence. Cette information aurait été transmise aux autorités malaisiennes, mais elle n'a jamais été confirmée par des enquêtes officielles. Quelques jours après la disparition de l'avion, plusieurs observations présumées ont été signalées, correspondant à son itinéraire de vol. La Britannique passionnée de voile Catherine Tee a affirmé avoir vu un jumbo jet voler à une altitude anormalement basse, brillant d'un orange intense, avec une traînée de fumée noire derrière lui, se dirigeant du nord vers le sud. Michael McKay, employé d'une plateforme pétrolière près du Vietnam, a déclaré avoir aperçu un éclat de feu soudain à l'horizon, qui a immédiatement attiré son attention. Au début, il n'était pas sûr qu'il s'agissait d'un avion ou d'une autre source de lumière. Le lendemain, après avoir appris que le MH370 était disparu, alors qu'il aurait dû survoler le sud du Vietnam en direction de Pékin, il a tenté, sans succès, de contacter les autorités malaisiennes et vietnamiennes. McKay aurait été licencié de son poste après avoir parlé de son observation, bien qu'aucune raison officielle n'ait jamais été rendue publique. Un événement notable qui pourrait soutenir la théorie d'un incendie à bord de l'avion s'est produit lorsque le vol 370 a atteint l'extrémité sud de l'île de Penang. Pendant ce trajet, le téléphone portable du copilote Farik Abdulhamid s'est connecté à une antenne relais située en dessous, bien qu'aucune autre donnée n'ait été transmise. Pour que cela se produise, le vol 370 aurait dû se trouver à portée d'une antenne relais à une altitude comprise entre 2100 et 3000 mètres. De nombreux experts estiment que le pilote aurait pu descendre à cette altitude en raison d'un incendie ou d'une perte soudaine de pression dans la cabine, conformément au protocole standard en cas d'urgence. Pour étayer davantage cette théorie, en mars 2014, un objet mystérieux a été retrouvé sur la plage de l'île de Barra, aux Maldives. Redoutant initialement qu'il s'agisse d'une bombe, la Force nationale de défense des Maldives a enquêté et a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un engin explosif, mais d'une bouteille vide de suppression d'incendie provenant d'un avion. Une bouteille de suppression d'incendie est un dispositif de sécurité utilisé dans les avions pour éteindre les incendies dans des zones critiques, comme les moteurs ou les compartiments à bagages. Elle contient un agent extincteur, généralement du halon 1301 ou du brome, qui est libéré lorsqu'un incendie est détecté. Cependant, aucun examen supplémentaire n'a été effectué sur l'objet après ses premières évaluations, et son lien éventuel avec le vol MH370 de Malaysia Airlines reste non vérifié. Il existe d'innombrables autres théories. Je vais donc réaliser une vidéo dédiée pour explorer chacune d'elles en détail. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas les manquer. Pour l'instant, la disparition du vol MH370 reste l'un des plus grands mystères de l'aviation. Seul l'avenir dira si cette nouvelle recherche pourra enfin révéler la vérité et apporter un peu de réconfort aux familles de tous les passagers à bord.